bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisatrices pour la proposition de présenter mes travaux et pour voilà, la communication qui a été faite autour, l'affiche, etc. C'est chouette d'avoir un objet un peu physique qui annonce cette présentation que je voulais vous faire aujourd'hui, qui s'intitule « Les politiques d'aménagement genré, des réponses à quels problèmes ?» de la spatialisation à l'évitement du problème à résoudre. En fait, c'est une partie des résultats de ma recherche doctorale que j'ai soutenue en 2023, en novembre 2023, qui s'intitule « La mise en politique du genre dans l'aménagement urbain, une contribution à la cause des femmes ». Donc, j'espère que pour la présentation d'aujourd'hui, j'ai pas fait trop d'éclipses qui nuirait à la compréhension de ce que je voulais vous raconter. Et à l'inverse, j'espère que je ne vais pas être trop longue pour poser le décor et le cadre. Pour commencer, j'aime bien partager cette première visualisation. En fait, l'idée, il est courant d'entendre que l'introduction de la question du genre dans l'aménagement, c'est une affaire neuve, un sujet nouveau, innovant. Et c'est vrai qu'en France, là où moi j'ai travaillé dans le cadre de ma recherche, le lien entre les inégalités de genre et la production d'espaces urbains a pénétré le débat public et l'agenda politique ces dernières années, donc on va dire au début des années 2010. Pourtant, c'est pas du tout une thématique nouvelle. C'est dans les tuyaux de la recherche universitaire féministe en géographie, en sociologie depuis les années 1970, peut-être même avant, en fonction des endroits du monde et des découvertes qui seront remises au goût du jour. Et donc voilà, ça fait un petit moment que la recherche s'intéresse à l'impact de la ville sur les inégalités de genre, mais aussi à l'impact du modèle patriarcal sur la production de la ville. Et cette production de savoir, finalement, elle passe la porte des institutions assez tôt, entre guillemets, puisqu'elle est reprise au sein des institutions internationales et européennes dans les années 90, peut-être même avant aussi. Voilà, moi, j'ai pu remonter dans mes recherches d'archives, trouver des indices de cette présence du genre dans l'aménagement dans les années 90. Donc, je vous ai mis un petit graphique qui résume à la fois à l'échelle européenne la présence du sujet du genre dans l'aménagement, qui a fait l'objet de plusieurs conférences au sein du Conseil de l'Europe, notamment les conférences qui réunissent des ministres en charge de l'aménagement du territoire des différents pays, des travaux de la Commission européenne aussi qui ont financé l'élaboration d'une charte européenne des femmes dans la cité, et puis à l'échelle plus internationale, des grandes conférences internationales qui traitent de l'avenir des villes, notamment des conférences organisées par l'OCDE ou par l'ONU, des conférences Habitat notamment, qui portent aussi sur la question de l'intégration du genre dans les politiques d'aménagement du territoire. Si je vous présente ça, c'est donc pour une sorte de témoin on ne va pas s'intéresser à un sujet particulièrement innovant, et c'est aussi pour pouvoir poursuivre ce travail-là, c'est-à-dire si d'autres chercheuses, chercheurs, doctorants, doctorantes ont des pistes, ont déniché d'autres conférences internationales, d'autres lieux où il y a eu une mise en politique de la question du genre dans l'aménagement quelque part dans le monde. Voilà, ça m'intéresse, et c'est ce graphique un peu succinct a aussi vocation à être agrémenté par les trouvailles des unes et des autres. Pour revenir plus spécifiquement à mon sujet de recherche qui a porté sur les politiques d'aménagement genré, en fait, on définit dans la recherche les politiques urbaines genrées, qui sont définies comme l'ensemble des actions publiques réalisées dans des espaces urbains selon une approche de genre, ce qui ne la réduit ni à des pratiques urbanistiques, ni aux actions dédiées aux femmes. Dans mon cas, parce que les objets d'études que j'ai retenus concernent des initiatives institutionnelles locales qui entendent explicitement intégrer la question du genre à l'aménagement urbain, j'ai désigné ces initiatives-là des politiques d'aménagement genré.
Ces initiatives locales, essentiellement, sont alimentées autant qu'elles alimentent par des politiques urbaines genrées nationales, voire européennes, internationales, dont l'aménagement urbain ne va être qu'un volet. Ma thèse, j'ai proposé d'identifier dans ma thèse comment le sujet du genre et de l'aménagement est saisi et retraduit par l'action publique urbaine en France, comment il est mis en politique finalement. Donc, j'ai suivi un petit peu la carrière de la question du genre dans l'aménagement au sein des institutions pour essayer d'élucider les conditions nécessaires pour faire exister les politiques d'aménagement genré, mais également pour révéler le prix de leur survie et de leur maintien au sein des institutions. En ce qui concerne mes terrains de recherche, j'ai travaillé donc essentiellement à une échelle locale, mais aussi en inscrivant l'action publique locale plus largement à un contexte national et des politiques publiques nationales. À l'échelle locale, je me suis essentiellement concentrée sur un terrain lyonnais avec la ville de Lyon, dont j'ai regardé l'action publique. J'ai fait mon terrain donc entre 2018 et 2021-22 pour analyser l'action publique qui a été conduite à Lyon entre 2011-2012 jusqu'à 2022. En fait, Lyon, dès 2012, même dès les années 2010, va porter un intérêt à la question du genre et de l'espace public. En 2012, la mission égalité de la ville commande à un laboratoire de recherche, le GREPS, la réalisation d'une recherche-action sur les discriminations multifactorielles envers les femmes dans 3 quartiers prioritaires lyonnais. Cette recherche introduit à ce moment-là l'aménagement urbain comme un levier important pour garantir l'égalité entre les femmes et les hommes. En 2016, ensuite, la ville va publier un second plan d'action pour les politiques qu'elle conduit sur son territoire, au sein duquel l'aménagement urbain va faire explicitement l'objet d'une attention renforcée à travers plusieurs actions envisagées suite aux résultats qui sont ressortis de l'étude de 2012. Et c'est dans ce cadre que va s'inscrire le projet de réaliser un guide à destination des aménageurs et des aménageuses qui va être initié en 2018 par le chargé de mission égalité femmes-hommes sur la commande des élus de politique, donc de l'élu à l'égalité femmes-hommes et de l'élu à l'aménagement du territoire. L'élaboration de ce guide va constituer le terrain principal local de ma recherche, puisque j'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer le groupe de travail que le chargé de mission égalité femmes-hommes a réuni autour de lui pour élaborer le guide d'aménagement. Ce guide, donc, qui est initié, son travail d'élaboration qui est initié en 2018, ne sera publié qu'en 2022. Et finalement, c'est donc l'opportunité d'intégrer le groupe de travail lyonnais qui va me conduire à m'intéresser plus précisément aux acteurs et aux actrices qui sont impliqués dans l'élaboration des politiques d'aménagement genré. Au niveau méthodologique, concernant mon terrain lyonnais, j'ai donc pu procéder par observation participante, puisque donc j'ai pu être intégrée aux réunions d'élaboration du guide lorsque le groupe de travail se réunissait. J'ai également procédé par entretien semi-directif auprès des acteurs et des actrices du groupe de travail. Et j'ai élargi ensuite à une série d'entretiens avec des agents et des agentes en charge d'autres dispositifs relevant de politiques d'aménagement et de politique urbaine genrée à l'échelle locale, donc avec l'exemple parisien, qui quelques années plus tôt entreprenait également la rédaction de son propre guide à destination des aménageurs et des aménageuses, mais aussi des acteurs qui agissent à l'échelle nationale sur des politiques nationales qui se sont vues intégrer la question du genre à leur priorité. J'en parlerai un petit peu. Sur les principaux résultats, en fait, j'ai pu élucider que les politiques d'aménagement genré relevaient de véritables politiques d'égalité intégrée. Je présenterai un peu rapidement ce qu'il y a derrière cette notion-là. Je me suis aussi rendu compte qu'au fur et à mesure de la mise en politique du genre dans l'aménagement, la cause des femmes se trouvait euphémisée.
En tant que dernier grand, entre guillemets, résultat structurant de ma recherche, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de politiques qui étaient territorialisées, spatialisées, et c'est ça que je voulais présenter surtout avec vous aujourd'hui, un petit peu le pourquoi la territorialisation qui a l'air un petit peu nécessaire de ces politiques-là, et surtout ce que ça va produire après en termes de réalité sociale et de définition du problème public que ces politiques d'aménagement genré entendent résoudre. Alors assez rapidement, une des conditions principales pour que les politiques d'aménagement genré existent en France, c'est l'introduction du gender mainstreaming. Le gender mainstreaming, c'est un nouveau, qui date des années 90, mais disons un nouveau cadre de référence, un nouveau concept méthode, pour reprendre la classification de Sénac et Dauphin, qui va permettre de dépasser les frontières traditionnelles entre les politiques sectorielles et entre les administrations. Si on reprend la définition qu'en donne le Conseil de l'Europe, le gender mainstreaming consiste à incorporer la perspective de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, à tous les niveaux, par les acteurs généralement impliqués dans la mise en place des politiques. Donc, à travers ce gender mainstreaming, qu'on traduit en français par approche intégrée de l'égalité, il est ainsi reconnu que toutes les politiques publiques peuvent avoir un impact différencié sur les hommes et les femmes, ce qui va légitimer l'intégration de la prise en compte du genre par les politiques sectorielles, notamment par les politiques urbaines et les politiques d'aménagement. Ce nouveau paradigme va rendre possible le développement local d'initiatives féministes en termes de logement, de transport, d'espace public, au sein de plusieurs capitales européennes qui vont chacune éditer des guides. On a par exemple un guide réalisé par la ville de Berlin, on a un guide à Vienne, qui est aussi une ville pionnière sur ces sujets-là. Puis Paris, en 2016, va initier la rédaction d'un premier guide. Il y en aura 3 par la suite, je crois qu'on en est au 3e en ce moment, et la ville de Lyon qui entreprend aussi la rédaction de son propre guide. À ce moment-là, le guide paraît en tout cas l'instrument un peu privilégié des politiques urbaines, des politiques d'aménagement genré. En tout cas, cette circulation européenne des idées et des bonnes pratiques qui est possible par l'élaboration de ces guides à destination des aménageurs et des aménageuses va légitimer en France l'action d'entrepreneuses de causes locales qui ont envie de faire pénétrer la question du genre dans l'action publique urbaine et dans l'aménagement du territoire. Le gender mainstreaming, il va également avoir pour effet d'associer les acteurs et les actrices impliqués dans les politiques sectorielles. Et donc, il va venir ainsi un peu bouleverser le système traditionnel d'acteurs et d'actrices en charge de la production des politiques d'égalité, qui étaient composées traditionnellement de fémocrates, c'est-à-dire de militantes féministes intégrées aux institutions en charge de l'égalité femmes-hommes ou de la défense de la cause des femmes, d'universitaires et d'associations. Là, le gender mainstreaming va venir agréger les acteurs et les actrices en charge des politiques d'aménagement et donc les experts de l'aménagement qui vont se retrouver impliqués dans l'élaboration de ces politiques d'aménagement genré. En prenant mon terrain lyonnais et en regardant un petit peu le groupe de travail qui se constituait, j'ai identifié ce que j'ai appelé l'espace de l'élaboration des politiques d'aménagement genré. J'ai repris le terme d'espace à Laure Bérény qui a travaillé sur l'institutionnalisation de la parité en France. Et en fait, pour vous passer assez rapidement là-dessus, cet espace d'élaboration des politiques d'aménagement genré va désigner un peu la nébuleuse d'acteurs et d'actrices qui va se former autour de l'élaboration des politiques d'aménagement genré. À l'intérieur de cet espace, on va trouver des acteurs et des actrices avec des profils très divers. On va avoir des actrices institutionnelles à la fois de l'égalité et des questions de l'aménagement, des aménageurs et des aménageuses indépendants, des spécialistes du genre et de l'aménagement qui vont avoir une action conjointe
mais dont les représentations sociales, les enjeux et les ambitions liées à l'intégration du genre dans l'aménagement ne vont pas toujours s'aligner. Donc très rapidement, on va avoir des acteurs, les actrices institutionnelles de l'égalité qui vont, elles, avoir un rôle de pilote du gender mainstreaming, essayer de faire marcher cette transversalité et faire en sorte que tous ces acteurs et actrices autour de la table puissent produire quelque chose de commun. Ils vont devoir composer avec une mission au contour assez flou, puisque le projet politique d'égalité femmes-hommes est rarement clairement énoncé, identifié. Ils vont devoir bricoler pour donc transformer une ambition politique assez floue en une politique publique concrète, en tout cas un dispositif d'action publique. Ils vont s'entourer des professionnels de l'aménagement, des experts de l'aménagement qui sont intéressés par la question du genre dans l'aménagement. Donc, c'est une démarche plutôt volontaire de rejoindre le groupe de travail lyonnais. Mais donc, eux vont porter une approche très technocratique de l'aménagement et vont voir finalement dans la question du genre une opportunité de répondre à des enjeux professionnels qui leur est propre. À titre d'exemple, le chargé de mission en charge de la sécurité, de la prévention situationnelle, donc un peu de la sécurisation des espaces publics, m'explique que travailler sur la question du genre va lui permettre de valoriser la prévention situationnelle, une activité qui est un peu pas délégitimée, mais vue comme une action de sécurisation à partir de caméras, de fermetures, des choses assez pessimiste entre guillemets, alors qu'ils voient dans l'intégration de la question du genre un moyen de renouveler la façon de faire de la prévention situationnelle. Et puis on a des spécialistes de l'aménagement et du genre qui vont avoir un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui vont essayer de faire la jonction entre ces deux mondes, les agents de l'égalité, les agents de l'aménagement. Et elles, finalement, elles vont devoir composer avec une expertise féministe qui est souvent vue de la part des institutions comme étant du militantisme qui n'aurait pas la place à l'intérieur de l'élaboration d'une politique publique. Et donc, voilà, elles vont devoir composer en demi-teinte avec ce savoir féministe qui est souvent décrié. En fait, finalement, ce groupe de travail, c'est pas tellement à l'inverse de l'espace de la cause des femmes qui est défini par Laure Bérény comme étant un lieu de lutte sur la manière dont il convient de définir les femmes et la cause des femmes. En fait, il ne s'agit pas de ça à l'intérieur du groupe de travail. On ne va pas définir quel type d'égalité on cherche à atteindre, ni quel projet social, sociétal se niche à l'intérieur de cette action-là. C'est vraiment l'élaboration d'un outil opérationnel, un guide de bonne pratique à destination des aménageurs et des aménageuses qui va assurer la cohésion du groupe. Finalement, ce gender mainstreaming, tout en voulant faire de l'égalité femmes-hommes un objectif à part entière des politiques sectorielles, contribue à mettre un peu plus à distance des institutions non seulement le militantisme féministe, donc c'est l'expertise féministe finalement, mais également la défense de la cause des femmes. Les nouveaux profils administratifs recrutés en matière d'égalité femmes-hommes ne comblent pas le besoin en expertise des institutions en charge de l'égalité femmes-hommes. Ces dernières vont être donc amenées à externaliser cette compétence en faisant appel à des spécialistes du genre et de l'aménagement, des organisations féministes qui vont finalement être amenées à devoir se professionnaliser afin d'exister dans cette arène institutionnelle. Mais malgré ce phénomène de professionnalisation de la militance pour pouvoir intégrer les institutions, ça n'empêche pas le dessaisissement des savoirs féministes par les institutions et de la même manière, le dessaisissement de la cause des femmes. Ce que j'appelle la cause des femmes, c'est la défense des intérêts catégoriels des femmes visant l'amélioration de leur statut et de leurs conditions. On se rend compte finalement que le sujet des politiques d'aménagement genré, en tout cas que moi j'ai étudié, non pas pour objectif clairement explicite et explicité la défense des intérêts catégoriels des femmes et l'amélioration de leurs conditions. C'est un peu un des résultats que j'ai identifié en filigrane de ma thèse. C'est l'absence
de lutte pour la cause des femmes, en tout cas l'absence de définition et de lutte pour définir quelle cause des femmes, en tout cas, il s'agissait de défendre. Pourtant, cette dimension, elle est très présente dans les recherches féministes des années 70, et puis celles actuelles également, qui font émerger le sujet des inégalités de genre dans la ville comme ayant un potentiel de critique radicale, soit qui remettent en question véritablement, remettent en cause le modèle patriarcal dans la production des inégalités de genre dans l'urbanisme. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout retrouvé dans les mises en politique que j'ai étudiées. On a vraiment une mise à distance qui va s'accompagner d'une dépolitisation des enjeux de genre et qui va conduire à rendre l'objet de ces politiques d'aménagement genré et le projet politique autour qui va être assez flou. En fait, c'est ce flou, cet évitement définitionnel entretenu autour des politiques d'aménagement genré qui va permettre l'agrégation de tous ces acteurs et actrices aux enjeux très différents et d'assurer la cohésion du groupe pour que tous se mettent autour de la table pour élaborer un guide. Ça peut relever d'une stratégie qui permet d'assurer la cohésion du groupe, puisque certains sujets vont faire l'objet de désaccords idéologiques majeurs. C'est le cas de la prostitution, c'est le cas du port du voile, c'est le cas encore de la transidentité. Et donc, passer sous silence ces sujets permet d'évacuer les désaccords et d'entretenir une dynamique collective. On a alors plutôt affaire à une sorte d'objet frontière, pour prendre la dénomination de Starr et Grismer, à travers lequel des acteurs et actrices mus par des logiques hétérogènes ou conflictuelles peuvent se coordonner lors d'une action collective tout en conservant leur propre logique et identité. Donc finalement, une sorte de flou qui permet l'institutionnalisation. Sauf que ce flou va également laisser la place à des choses un peu plus sombres, si je puis dire, à force de procéder par évitement de la formulation du problème public qu'il s'agit de résoudre, de procéder par non-dits. En tout cas, des non-dits peuvent se cristalliser et créer des effets contre-productifs. On peut parler d'une part d'une sorte de concurrence des luttes qui va apparaître, mais surtout, ce que j'ai observé, une sorte de convergence des dominations. Ça dépend un peu dans quel sens on prend cette affaire-là. Et donc, ce que je voulais vraiment vous présenter aujourd'hui, j'espère que je n'ai pas été trop longue pour planter le décor, c'est le troisième résultat de ma thèse pour caractériser ces politiques d'aménagement genré, c'est qu'il s'agit de politiques le plus souvent territorialisées. Et on va voir que cette territorialisation est le fruit quelque part de cet évitement, de ce flou, autant qu'elle va participer à nourrir cet évitement et ce contournement. Les deux derniers chapitres de ma thèse font état donc de la territorialisation à l'œuvre des politiques d'aménagement genré. En fait, effectivement, loin d'être intégrée dans toutes les politiques d'aménagement et dans tous les quartiers des collectivités territoriales, la quasi-totalité des initiatives locales et des programmes même nationaux de politique d'aménagement genré qui se déploient vont se déployer dans le cadre de la politique de la ville et dans les territoires des quartiers populaires. Alors, la politique de la ville en France, c'est à la fois une politique transversale qui va être au croisement d'approches urbaines, économiques et sociales, et une politique spécifique, puisque sa mise en œuvre concerne uniquement des quartiers qui vont être désignés par ce qu'on appelle la géographie prioritaire. Donc, on va appeler ces quartiers des quartiers politiques de la ville, des QPV. Et ces quartiers sont définis par un critère de pauvreté des ménages habitant sur les territoires. Et historiquement, ce sont des quartiers à forte concentration de population issue de l'immigration et de population racisée. À Lyon, par exemple, l'élaboration du guide lyonnais va s'accompagner de 3 sites d'expérimentation. Je vous les ai mis sur la carte. Alors, je m'excuse pour les plus géographes d'entre nous sur une carte assez schématique. Mais voilà, vous avez 3 territoires hachés en rouge, la Duchère, Moncé, Mermoz, et les aplats de couleur rose correspondent au QPV, au quartier défini par la géographie prioritaire. Et donc, ces 3 territoires d'expérimentation sont choisis à l'intérieur de la géographie désignée par la politique de la ville.
Au-delà du cas de Lyon, on peut citer aussi l'exemple de Paris, dont la maire avait annoncé en 2015 que des marches exploratoires qui avaient eu lieu dans le 14e et 20e arrondissement de Paris seraient étendues, je cite, partout où elles sont nécessaires pour que soient mieux identifiées les demandes des femmes pour s'approprier la ville. Cependant, ces marches exploratoires n'ont eu lieu que dans des quartiers définis par la politique de la ville, en tout cas quasi exclusivement dans des quartiers définis par la politique de la ville, en utilisant les crédits spécifiques mobilisables dans le cadre de cette politique de la ville. Doit-on alors comprendre que seuls les QPV, donc les quartiers prioritaires, les quartiers politiques de la ville, sont concernés par le problème des inégalités de genre dans l'aménagement? En faisant un crochet par ce qui se passe à l'échelle nationale avant de revenir à l'échelle locale, on peut envisager l'intégration du genre dans la politique de la ville comme un succès du gender mainstreaming. Ce qui se passe à l'échelle nationale, c'est qu'en 2014, à l'occasion de la réforme de la géographie prioritaire de la politique de la ville, le genre va devenir un axe transversal de cette politique, ainsi qu'un axe obligatoire des contrats de ville, des projets que portent les villes pour ces territoires-là. À l'exception de la politique de la ville, aucune autre politique nationale à ce moment-là et à ma connaissance, aucune politique nationale d'aménagement n'a adopté une telle approche intégrée de l'égalité. Le déploiement de politiques d'aménagement genré devient alors facilité sur des territoires de la politique de la ville. On va avoir une légitimité, un cadre institutionnel qui prévoit que le genre soit un axe transversal des projets d'aménagement. On va avoir un personnel qui est le plus souvent formé à la lutte contre les discriminations, puisque c'est aussi à cet endroit-là qu'on est venu loger beaucoup de politiques de lutte contre les discriminations. On va avoir des agents qui sont donc intéressés à la question des inégalités. Et on va aussi, et peut-être surtout, avoir des budgets. La politique de la ville offre des enveloppes budgétaires spécifiques pour les territoires concernés par sa géographie, qui va donc permettre d'expérimenter, de faire des projets de recherche, faire des projets d'aménagement. Il va donc être plus facile de venir faire des politiques d'aménagement genré, des projets d'aménagement genré à l'intérieur de ces quartiers-là. Et donc, le chargé de mission lyonnais, il va m'expliquer qu'en constituant le guide, il a voulu s'entourer d'une équipe qui était déjà engagée, convaincue de l'intérêt de la question du genre dans l'aménagement. Et depuis 2011, la trajectoire lyonnaise de mise en politique du genre dans l'aménagement reste fortement imbriquée à la politique de la ville, puisqu'en 2012, l'étude sur les discriminations multifactorielles, elle est commandée par l'élu à l'égalité femmes-hommes, mais aussi l'élu à la politique de la ville. Et il se trouve que les 3 territoires présentés sur la carte précédemment, qui servent de territoire d'expérimentation pour nourrir le guide lyonnais de bonnes pratiques, c'est les 3 territoires sur lesquels a eu lieu aussi l'étude conduite en 2012. On observe donc une sorte de dépendance au sentier emprunté qui va à la fois faciliter, conditionner l'instauration de politiques d'aménagement genré à l'intérieur de la politique de la ville et sur les quartiers de la politique de la ville. Mais je vais rapidement me rendre compte pendant les entretiens et en essayant de creuser les raisons de cette territorialisation que cette dépendance en sentier va finalement conduire à une restriction de l'action publique locale uniquement au territoire des politiques de la ville. Le chargé, finalement, en fait, ces logiques de dépendance au sentier vont l'emporter sur la volonté de travailler sur d'autres territoires. Le chargé de mission m'explique que lui, il aurait bien voulu travailler sur d'autres territoires que ceux définis par la politique de la ville, mais il me dit, sans trop pouvoir me l'expliquer, qu'il n'y est pas arrivé. Pourtant, les assistantes à maîtrise d'ouvrage me confient qu'elles avaient des territoires à mettre autour de la table, des territoires hors politique de la ville et des équipes qui étaient prêtes à travailler sur ces projets-là. Paradoxalement, c'est comme si la commodité de mise en œuvre qu'offre la politique de la ville pour implanter des politiques et des projets d'aménagement genré agissait comme un instrument de contrainte, freinant les possibilités d'expérimentation sur d'autres territoires. Et ça va avoir un effet assez
intéressant ou assez qu'on peut juger contre-productif, en tout cas sur les territoires que j'ai étudiés. On va voir se dessiner la fameuse géographie imaginaire ethnicisée du sexisme. Je tiens à préciser d'abord qu'en fait, à ce jour, il n'existe aucune analyse ou travail de recherche, à ma connaissance, encore une fois, qui ait produit une étude de situation comparée entre les inégalités femmes-hommes en QPV et hors QPV en ce qui concerne la thématique de l'aménagement du territoire. On n'a aucune donnée objective scientifique, qu'elle soit de nature qualitative ou quantitative, pour affirmer que les QPV, donc les territoires de la politique de la ville, seraient davantage concernés par des inégalités de genre dans l'espace public que le reste du territoire. Ça s'explique parce que la politique de la ville offre des financements, donc encore une fois, conditionnement de l'action publique, mais aussi quelque part de la recherche, où il est plus simple de trouver des financements et des projets de recherche qui s'intéressent à la situation des QPV. Pourtant, pendant mes entretiens, les agents et les agentes, les élus concernés par l'élaboration de programmes d'action publique urbaine genrée m'expliquent et envisagent bien que c'est les QPV qui sont les espaces privilégiés pour la mise en œuvre de ces actions. On va m'expliquer que les acteurs et actrices voient bien le sujet, la présence d'inégalités de genre dans l'espace public en ce qui concerne des territoires classés en politique de la ville et beaucoup moins sur des territoires qui ne seraient pas classés en politique de la ville. Ils vont mobiliser beaucoup le registre de l'intuition, de la sensation, pardon, et surtout à force de nous voir des exemples de dispositifs qu'en quartier politique de la ville, ils vont avoir une sorte de sens commun qui va se créer, qui va valoir pour vérité et qui va dessiner une géographie imaginée du sexisme qui se superpose aux délimitations des QPV. Je ne veux pas ici nier ou atténuer l'existence de comportements sexistes ou d'inégalités de genre dans les QPV, mais surtout de souligner que pour certains et certaines actrices, elles ont intériorisé un sens commun qui fait des quartiers le lieu où les politiques d'aménagement genré doivent être menées en priorité. Et en réalité, quand on creuse un petit peu plus loin en entretien pour essayer de comprendre les raisons de ces représentations, ce ne sont pas des faits de territoire qui sont invoqués par les enquêtés. Ce n'est pas un aménagement vétuste ou mal fagoté qu'on va attribuer l'existence plus prononcée d'inégalités de genre dans l'aménagement, mais bien aux habitants des QPV à qui mes enquêtés attribuent un sexisme particulier du fait, je cite, de leur culture. Vous voyez ce que je veux dire. C'est donc pas tant une question de territoire qu'une question de population. Ici, c'est comme si la catégorie territoriale agissait comme un substitut, comme un équivalent fonctionnel, pour reprendre les travaux de Deutscheva, qui permettent d'approcher la dimension ethno-raciale sans la faire intervenir directement. Le recours à ces catégories territoriales pour permettre finalement de définir des personnes concernées par une politique publique. Et ça va permettre aux institutions et puis aux agents porteurs de ces représentations-là de nommer le problème de manière détournée dans un contexte français national aveugle aux différences, défenseuse d'un universalisme républicain qui va faire obstacle à la prise en compte des identités ethno-raciales. Dans ce contexte, les politiques d'aménagement genré vont apparaître comme les instruments d'un processus d'altérisation. Il va se dessiner dans l'imaginaire et le sens commun évoqué par mes enquêtés, mais aussi véhiculé par le traitement médiatique du sujet, la figure du responsable, la figure du garçon arabe, pour reprendre les travaux de Guenif, Soulaïma Semassé. Et alors, les inégalités de genre dans la ville sont considérées davantage relevant de comportements inappropriés des jeunes hommes racisés plutôt qu'aux aménagements androcentrés produits depuis des décennies par des aménageurs et des aménageuses peu connectés avec les logiques de genre qui régissent leurs pratiques et leurs représentations. Si l'instrumentation de l'égalité femmes-hommes a pour conséquence de hiérarchiser les luttes au détriment de la lutte contre les discriminations raciales, elle a aussi pour conséquence d'éluder les manifestations du sexisme propre aux sociétés occidentales.
On a une opposition un peu systématique entre cause des femmes, cause des minorités, qui va finir par desservir la lutte contre les discriminations ethno-raciales en véhiculant des stéréotypes ethno-raciaux infondés scientifiquement, mais ça va aussi desservir la lutte réelle pour l'égalité entre les femmes et les hommes sur l'ensemble du territoire, en évitant de mettre en lumière les rapports de pouvoir et de domination à l'œuvre dans l'ensemble de la société. On a finalement ce mécanisme de mise en altérité que j'ai observé en entretien, qui va contribuer à ce que Tissot et Poupeau nomment la spatialisation des problèmes sociaux. Voilà, finalement, l'attention institutionnelle et aménagiste va conduire donc à la reproduction d'une double discrimination entre ethnicisation du sexisme et donc renforcement de logiques de discrimination ethno-raciale et invisibilisation des logiques patriarcales à l'œuvre dans toute la société. Pour conclure sur cette chose des politiques d'aménagement genré que j'ai étudiées, on se rend compte que le guide de la ville de Lyon peut finalement être associé à une solution très technocratique. Son élaboration s'accompagne d'expérimentations in situ, ce qui traduit la volonté de nourrir le guide de bonnes pratiques éprouvées et surtout opérationnelles, voire clés en main. Une des commandes politiques de ce guide était « il ne faut pas parler de philosophie ». Voilà, il s'agit de formuler des préconisations compatibles avec les pratiques des professionnels, leurs pratiques traditionnelles. En plus, les acteurs et les actrices impliqués dans ce groupe de travail sont peu enclins à adopter une posture réflexive au sujet du rôle que joue leur pratique dans la production des inégalités. Et donc, il s'agit finalement de bien vouloir dégenrer sans trop déranger les pratiques aménagistes traditionnelles et surtout conserver une vision pseudo-universaliste et donc androcentrée qui domine encore. En plus, dans ce contexte, ne faire exister la question du genre dans l'aménagement que dans les quartiers politiques de la ville, c'est également suggérer que la responsabilité des inégalités de genre dans la ville incombe aux usagers plutôt qu'aux aménageurs. Et donc, ces logiques de territorialisation complètent les trajectoires d'esquive que je décris en filigrane de ma thèse, et donc à l'évitement de la formulation du problème public par l'euphémisation de la cause des femmes, que j'ai décrit précédemment, va s'ajouter le contournement du problème public par sa restriction territoriale. Et cette territorialisation s'accompagne donc d'une ethnicisation des problèmes urbains, qui, en restreignant la responsabilité du problème aux populations utilisatrices de ces espaces, empêche son élucidation pleine et entière. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Camille, pour cette présentation très, très claire et tout aussi passionnante. Est-ce que déjà, il y aurait des questions parmi les personnes qui sont présentes? Lorena. Ouais, merci beaucoup Camille pour cette présentation, c'était trop intéressant. Je sais pas, est-ce qu'on peut se tutoyer ou pas? Ouais, cool. Alors moi en fait j'ai plein de questions, donc après bon, je sais pas. Bref, je les pose, on verra. D'une part, je me demandais, est-ce que du coup bon, j'ai dit mes plusieurs questions. Est-ce que du coup les chargés politiques de la ville faisaient partie de ce groupe de travail? Et qu'est-ce qu'elle disait qu'est-ce qu'ils disaient justement du fait que c'était focus sur la politique de la ville? Je me demandais quelle était un peu leur posture vis-à-vis de ce groupe plus général, vu que c'était vraiment centré sur leur territoire. Je me demandais si tu avais des exemples aussi d'obstacles, de pourquoi ça ne s'était pas développé sur d'autres territoires ailleurs, alors que c'était une volonté en plus de personnes présentes, vraiment concrètement. Je me demandais aussi du coup si dans ce groupe de travail, le fait de rester sur de l'opérationnel, de pas parler de politique ou en fait de réfléchir vraiment au sujet, à essayer de le définir, est-ce que ça a quand même fait en sorte que des personnes avaient quitté peut-être le groupe parce que justement avaient peut-être une posture plus militante, féministe au départ et que du coup ils trouvaient que c'était trop dépolitisé, ou est-ce que ça n'a pas du tout existé? Je me demandais ça aussi. Je me demandais aussi si
tu avais discuté avec les personnes pour essayer de leur faire arriver à l'idée de, en fait, pourquoi est-ce que vous ciblez ces gens-là, les jeunes, les jeunes dans les quartiers qui sont racisés, plutôt qu'ailleurs alors que vous n'avez pas d'études. Enfin voilà, je me demandais, toi, c'était quoi ta posture vis-à-vis de ça? Et enfin, je me demandais juste si tu étais en chiffres ou pas. Voilà, et un peu comment du coup, tu étais positionné par rapport à ces acteurs. Je suis désolée, il y a plein de questions, mais tu réponds à ce que tu veux et je veux pas monopoliser le temps de parole, quoi. Non, mais merci beaucoup, c'est très intéressant. Et est-ce que je réponds là ou après? Peut-être réponds là, et après j'ai vu qu'il y avait Momar Diongé qui avait levé la main. Donc peut-être réponds à Lorena et puis on prend la question suivante ensuite. Ok. Si ça te va. Ouais, très bien. Alors, donc, peut-être sur mon statut, en fait, moi, j'étais pas en chiffres, non, j'étais, je sais pas trop comment ça s'appelle. En fait, je suis ingénieure fonctionnaire dans une école. Comment dire? Ma thèse, c'était mon premier poste en tant qu'ingénieure fonctionnaire pour le ministère de la Transition écologique. Voilà. Donc, en fait, j'ai fait une école d'ingénieur rattachée au ministère de la Transition écologique et je suis restée dans un des laboratoires de recherche de l'école pour faire ma thèse. Donc, voilà, j'avais une position un peu de doctorant privilégié et de chargé de mission pour le ministère pas privilégié, quoi. Voilà. Mais ce qui m'a donné une certaine autonomie vis-à-vis du choix de mes terrains et de mes enquêtés. Ce qui était compliqué, donc ça a été assez facile d'intégrer le groupe de travail lyonnais parce que j'avais fait mon mémoire sur le guide de la ville de Paris. Donc, en fait, en termes de compétitivité territoriale, l'élu et le chargé de mission étaient très contents que je puisse leur donner des infos pour faire différent et mieux que la ville de Paris. Donc ça a été assez facile. Par contre, le deal, c'était qu'il fallait que je sois dans une position de participante. Donc, je pouvais pas juste observer, prendre des notes et partir. Il fallait que je participe. Enfin, voilà, je pouvais pas juste être en position d'observatrice, pardon, il fallait que je participe. Et donc, c'est quand même un peu poser la question de comment je fais pour participer aux réunions d'élaboration d'un guide que je suis censée analyser pour pas trop fausser. Voilà, pour pas être partie prenante d'un processus. Donc ça a été un petit peu compliqué à mettre en place au début. Et en fait, après, j'ai relativement vite trouvé ma place dans la mesure où moi, je leur donnais des retours sur ce qui se passait sur la ville de Paris, qu'il y avait une équipe d'expertes Jean Réville qui avait aussi travaillé sur le guide de la ville de Paris et qui était là pour apporter l'expertise nécessaire sur Jean Réville, enfin sur la thématique Jean Réville. Donc j'étais peu sollicitée, enfin c'était pas mon rôle premier, donc ça m'a permis un peu de délester les choses. Et puis surtout en fait l'élaboration du guide, c'est pas du tout fait pendant les réunions. Voilà, en fait, pendant les réunions, il n'y a pas eu de processus d'écriture à plusieurs mains pendant les réunions. C'était un peu étrange parce qu'il ne s'agissait pas non plus de définir, de créer une culture commune autour du sujet Jean Réville, mais c'était plutôt comme il y avait des territoires d'expérimentation, chaque chargé de mission en charge des territoires d'expérimentation racontait ce qui s'était passé. Voilà. Donc, ça m'a plutôt permis de regarder les acteurs et actrices et pourquoi ils étaient intéressés pour participer volontairement à ces réunions. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai pas trop pu expliquer pourquoi c'était infondé scientifiquement de considérer que les populations des QPV étaient plus sexistes que les autres. Voilà, parce que ça a été une matière un peu difficile à gérer et que j'ai plutôt que je mobilise après, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la ville de Lyon m'a sollicité, souvent dans le cadre du 8 mars, pour parler de la question du genre dans l'aménagement, j'ai souligné ça, j'ai souligné que les biais que pouvait avoir le fait d'intégrer la question du genre dans l'aménagement. Le chargé de mission avait bien en tête que ça pouvait créer des représentations racistes.
Et donc, pour répondre à ta question, c'est quoi les obstacles? Je sais pas trop. Je pense que je sais pas trop parce que même lui pouvait pas vraiment me l'expliquer. Je pense, et ça, Lucille Biarrotte, c'est aussi une des hypothèses de sa thèse, que ça traduit aussi le manque de portage politique. En fait, pourtant, là, les élus étaient mobilisés pour, et notamment l'élu à l'aménagement faisait partie de la commande, quoi, d'élaboration du guide. Mais le fait que la politique de la ville, ce soit une politique nationale avec des crédits spécifiques, ça permet de contourner quelque part et de travailler un peu sans toujours l'aval politique des élus locaux. Voilà. Après, je peux pas m'avancer plus pour savoir pourquoi ça n'a pas pu se faire ailleurs. Peut-être qu'ils avaient déjà topé avec les 3 territoires et financièrement, ils pouvaient pas en impliquer d'autres. Enfin, voilà, des choses très terre à terre après. Ensuite, les chargés de mission politique de la ville faisaient partie du groupe de travail. Et en fait, elles m'ont dit que pour elles, c'était toujours pareil, donc dans une logique de valorisation de ses intérêts professionnels qui était assez, du coup, en dissension avec ce qui se jouait réellement. Elles m'ont dit que c'était important pour eux de participer à ce groupe de travail pour pas qu'on oublie les QPV. Et que, voilà, alors après, elles se sont moins... Les réunions, c'est en plus des charges de travail des uns et des autres. Et donc, du coup, il n'y avait pas toujours tout le monde au même moment. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était qu'il ne fallait pas, pour elles, qu'on oublie les QPV en disant souvent les choses un peu fancy, entre guillemets, on les fait pas chez nous. Donc là, il faut que les QPV soient intégrés. Et à la question, quand je leur ai posé la question, mais quand même, c'est étrange que ce soit au final que des territoires en politique de la ville qui soient toujours mobilisés. Elles m'ont répondu que elles, c'était leur boulot. En fait, souvent, j'ai été amenée à rencontrer des agents chargés de la politique de la ville qui m'ont dit, bah oui, on sait qu'il peut y avoir des biais, mais nous, on est des agents chargés de la politique de la ville. On travaille sur la politique de la ville, quoi. Donc, voilà. Et voilà, je crois que j'ai répondu à toutes tes... Ah oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont quitté le groupe parce que c'était trop opérationnel? Non. Ça aurait été un signe, je sais pas, un bon signe, enfin en tout cas pour moi a posteriori, mais non, effectivement non, c'est vraiment on n'est pas là pour parler philosophie qui est donc une parole qui est prononcée par l'élu à l'aménagement quand il donne le go pour faire ce projet, qui permet vraiment de mettre les gens autour de la table. Voilà, et c'est quelque chose qui a été partagé dans les entretiens que moi, quand je posais la question, est-ce qu'à titre personnel, vous avez des positionnements féministes, etc., on m'expliquait bien que pas vraiment, non, enfin que c'était un sujet pour eux, l'égalité femmes-hommes, mais qu'ils n'avaient pas d'ambition personnelle sur ce sujet-là. Et j'ai d'ailleurs moi-même été chaudement recommandée parce que on me trouvait pas trop féministe, en tout cas pas trop militante. Voilà. Donc ça, je sais toujours pas comment je dois le prendre, mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir des entrées sur des terrains. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci. Momar Diongé, vous aviez levé la main. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Ô combien intéressante sur le cas de Lyonnais. J'avais peut-être quelques questions, en tout cas, que soulève cette présentation. La première, c'était de savoir si, réellement, au-delà de ce guide des outils, est-ce qu'il y avait réellement une réflexion commune sur ce que doit être un aménagement genré? Peut-être réfléchir à cette échelle-là sur les référentiels, est-ce qu'il y a une réflexion sur la vision, sur les principes qui doivent guider, et donc donner du contenu à un aménagement genré de la ville, au lieu en fait ensuite d'aller vers des espaces comme si on était dans un glissement de l'échelle de la ville vers des espaces de la géographie prioritaire, et qui, à quelle sorte, comme si la question du genre était liée à une problématique sociale donnée. Vous l'avez soulevé, que la place du politique, moi je ne sais pas si réellement
le politique, c'était réellement, il y avait une vision politique derrière aussi qui portait. Et aussi, comment peut-être cet aménagement genré prend place dans les dispositifs. Souvent, peut-être dans ces, vous l'avez parlé, la technocratie, il y a des résistances, il y a des procédures, mais à quel niveau ou bien à quelle échelle dans ces démarches-là, est-ce qu'il y a cette volonté qu'elle soit d'amont en aval pour réellement insuffler, ou bien cette résistance-là aussi ne traduit-elle pas un malaise même de ces gens-là en charge de l'aménagement? Ce sont ces quelques questions, en tout cas, que vous soulevez votre présentation. Oui, oui, non, mais effectivement, il y a toujours cette tension entre le pratique, enfin le concret en termes d'aménagement et j'ai envie de dire l'idéologie qu'on met derrière, en tout cas le savoir qu'on met derrière et qui véhicule. En fait, ce guide, il est, et c'est un peu ce qu'on m'a expliqué quand j'essayais de dire, vous croyez pas que c'est pas très représentatif si on a 3 territoires en QPV. On m'a dit que ce guide, il s'adressait à tous les aménageurs et à tous les aménageuses de la ville et de la métropole de Lyon, voire du monde, si jamais d'autres veulent s'en saisir. Et donc, en fait, il a été pensé pour être, il voulait en tout cas que ce soit quelque chose de très opérationnel, en suivant les étapes d'un projet d'aménagement. Voilà. Donc, il y avait quand même l'idée de faire en sorte que la question du genre soit présente dès alors je suis très mauvaise en élaboration de projets d'aménagement, mais dès les études préalables jusqu'à ou avant même jusqu'à la conception et la remise concrète de l'aménagement à la collectivité. Donc voilà, les chapitres du guide sont vraiment les différentes étapes du projet d'aménagement, et les territoires d'expérimentation étaient vus comme une manière de nourrir ce guide de bonnes pratiques. Ça, c'était vraiment très important, la logique un peu clé en main, de bonnes pratiques, mais aussi de mauvaises pratiques, de choses qui avaient pu être expérimentées et qui n'avaient pas du tout marché. Je crois que j'entends un écho. Ok, c'est bon. Et en fait, il se trouve que de toute façon, les territoires d'expérimentation n'ont pas beaucoup donné lieu à beaucoup d'expérimentation. Ça a un peu raté de ce côté-là, parce que soit les projets étaient trop avancés déjà pour pouvoir intégrer véritablement la question du genre, soit le projet n'était pas du tout assez avancé pour pouvoir expérimenter quoi que ce soit, soit le dimensionnement de l'enveloppe budgétaire pour l'accompagnement de ces territoires-là était largement sous-dimensionné pour pouvoir permettre aux AMO de s'engager et de mener des choses de fond sur du long terme sur ces territoires-là. Donc, ils ont en fait finalement... Le guide pioche sur des expérimentations lyonnaises, mais sur l'étude contre les discriminations, sur d'autres aménagements qui ont pu avoir lieu avec une approche de genre qui a été faite sans trop la dire, quoi. Voilà. Sur la vision politique derrière, en fait, moi, j'ai jamais pu identifier, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, le projet politique, un projet politique clairement identifié sur pourquoi intégrer la question du genre à l'aménagement. Voilà. Au-delà de c'est pour valoriser l'égalité femmes-hommes, mais en fait, j'ai jamais pu identifier de la part d'élus, et donc la part de chargés de mission aussi qui devaient appliquer ce projet politique-là, quel type d'égalité on recherchait. Les tensions qui existent dans la recherche féministe sur les différents types d'égalité, mais des choses très, très même
simple, entre guillemets, sur est-ce que la non-mixité est un objectif à atteindre pour valoriser l'égalité? Oui, non, enfin voilà, en tout cas, la dimension idéologique qu'il y a derrière, ça, je ne l'ai jamais identifié, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale. Donc derrière, en fait, c'est beaucoup de bricolage pour faire exister des choses avec des gens qui veulent bien travailler là-dessus. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas de volonté ouvertement raciste de travailler uniquement sur les quartiers en politique de la ville. Voilà. En tout cas, les enquêtés que j'ai interrogés, ça relevait vraiment de représentation, parce que j'ai aussi interrogé des enquêtés néophytes, donc des gens qui étaient venus à une présentation sur genre et aménagement, et je voulais savoir pourquoi et si le sujet les intéressait. Et en fait, ils m'ont tous et toutes dit que ce sujet était intéressant, surtout pour les quartiers en politique de la ville, mais très peu pour les autres territoires où eux, ils travaillaient. Voilà. Et donc, je pense que c'est vraiment une représentation imaginée de ce qui se joue sur ces territoires-là, mais surtout, ils n'ont pas conscience de ce qui se joue sur les autres territoires. Et ce voile d'ignorance qui est mis finalement sur ce qui se joue dans des territoires en dehors de la politique de la ville m'a quand même beaucoup interrogée. Et je pense que c'est plutôt de ça dont il s'agit qu'une vision ouvertement, explicitement raciste, quoi, conduite par les agents et les agentes. Voilà, je ne sais pas si j'ai exactement répondu à toutes vos questions, mais... Ouais. Merci pour vos interventions, les éclaircissements. Merci. Alors, il y avait Laetitia Nzé qui avait demandé la parole. Laetitia, toujours là, plus là. Laetitia. Elle est partie. Bon. Je sais pas, sa main est toujours levée. Je sais pas, peut-être en attendant qu'elle arrive. Lorena, t'avais relevé la parole, j'avais vu. Non, je me suis trompée, je pensais que ma main était toujours levée, j'ai voulu la baisser, mais ça va, merci. D'accord. Est-ce qu'en attendant que Laetitia revienne, est-ce qu'il y a d'autres questions qui apparaissent? Laetitia, vas-y. Si tu parles, il faut que tu ouvres ton micro. Bon, ça fonctionne pas. Ok. Je sais pas, peut-être qu'elle va se remanifester, ou alors si Laetitia veut écrire dans le chat la question. Oui, voilà. Laetitia, si tu peux écrire dans le chat justement la question ou les questions que tu voulais poser, et puis on va tâcher de faire la transmission comme ça. Bon. Peut-être. On ne sait pas. Peut-être en attendant Laetitia, si elle arrive à faire quelque chose, du coup, à nous écrire ou à parler. Moi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, il y a quelque chose de quand même qui est assez merveilleux de voir en quoi, justement, toute cette politique de gender mainstreaming qui est censée être, justement, de valoriser la question du genre et de le faire de façon transversale dans l'ensemble des politiques publiques, en réalité, contribue à l'évaporation du genre dans les politiques publiques, qui est assez, finalement, qui est assez contre-intuitif au départ. Et je sais pas si tu as vu, si déjà tu as rencontré des gens qui se le disent comme ça,
ou si tu as lu des choses aussi sur ces questions-là, ou si tu as des exemples qui viennent appuyer. Oui, en fait, alors, il faut juste que je reprenne pour pas écorcher les noms. En fait, je me suis beaucoup appuyée sur les travaux de Sophie Jacot, qui a travaillé sur le gender mainstreaming et sur la mise en... Enfin, comment elle appelait ça? Ça remonte un peu. Sur la mise en politique du gender mainstreaming à l'échelle européenne et un peu comment ce droit communautaire se déclinait à l'échelle locale. Et en fait, c'est un constat assez partagé dans la recherche qui s'est intéressée au gender mainstreaming, de montrer ce paradoxe entre une nouvelle manière de faire de l'égalité femmes-hommes. En fait, avant le gender mainstreaming, les politiques d'égalité, c'était des politiques spécifiques. Les politiques d'égalité femmes-hommes, c'était des politiques qui étaient menées par les institutions en charge de l'égalité femmes-hommes, par les acteurs et les actrices recrutés pour travailler sur l'égalité femmes-hommes, et donc de manière assez sectorielle, et qui discutaient pas du tout avec les autres politiques. L'intérêt du gender mainstreaming, c'est de montrer que les politiques publiques sont pas neutres du point de vue du genre, et donc que tous les secteurs doivent se saisir de la question de l'égalité femmes-hommes, ou doivent au moins avoir une vigilance sur les mesures qui sont proposées dans leur secteur, qu'elles n'aient pas comme effet un peu impensé d'accroître des inégalités ou d'avoir un impact différencié sur la situation des femmes et des hommes en raison des rôles sociaux qui persistent de genre et de différence entre les rôles sociaux différenciés entre les femmes et les hommes. Et en fait, le revers de cette médaille-là, c'est effectivement l'euphémisation qui est soulignée par Sophie Jacot, qui est soulignée, je vais vous dire des bêtises, mais il me semble que les travaux, il y a des travaux je trouve plus ma thèse, le comble, de Rejane Senak, qui a aussi travaillé sur le gender mainstreaming, qui souligne ce paradoxe. En fait, ça va même un peu plus loin, ça va aussi le fait de se dire que pour qu'on pousse jusqu'au bout le gender mainstreaming, et si on va sur le paradigme poussé à sa totalité du gender mainstreaming, les institutions en charge de l'égalité femmes-hommes ne devraient plus exister. Puisque le ministère de l'égalité femmes-hommes aurait plus de mission propre, puisque le ministère de la transition écologique s'intéresserait à la question de l'égalité femmes-hommes, ministère de l'agriculture, ministère de la justice, etc. Et en fait, on se rend compte que on peut pas en être là en France, mais dans les autres pays qui saisissent de cette chose-là, et que en fait, les institutions en charge de l'égalité femmes, c'est aussi les garde-fous pour expliquer. C'est les garde-fous pour motiver les autres secteurs à s'en saisir, et etc. Et surtout, le gender mainstreaming a été aussi créé à un moment où il y avait une délégitimation du militantisme féministe à l'intérieur des institutions, donc dans les années 90, notamment en France, où à cette époque-là, on embauchait des fémocrates, donc des militantes embauchées pour leur militantisme féministe associatif, personnel, leur expertise militante féministe à l'intérieur des institutions, ce qui pouvait être mal vu de la part d'autres organisations féministes, mais il y avait c'était une vraie volonté d'intriquer ce militantisme féministe à l'intérieur des institutions, qui n'a pas duré longtemps et qui a été mal vu. Et donc le gender mainstreaming est arrivé comme une manière de renouveler ces choses-là. Voilà. Et donc, effectivement, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus, notamment là, Sophie Jacot, mais dans mes 2 chapitres de thèse où j'en parle, normalement, je mobilise les travaux d'autres personnes. Pardon. Alors, peut-être pour finir, est-ce que Laetitia, tu arrives à... Oui. Parler. Oui, oui, merci, vraiment désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure, vraiment désolée. Et vraiment, merci à Camille pour ton exposé. Alors, j'ai 2 préoccupations. Je me suis demandé, c'est vrai que vers la fin de
de ton intervention sur les questions posées par un collègue. Ça tendait vers plus ou moins mes préoccupations. Je me demandais bien si, en fait, les questions de genre impactent vraiment les politiques d'aménagement. Est-ce que les inégalités qui sont perçues se manifestent au niveau de la mobilité ou de l'accès aux services, logement et tout? Est-ce que c'est à ce niveau? Est-ce que tu as pu faire une comparaison avec tu parlais du modèle lyonnais? Est-ce que tu as pu faire une comparaison avec les localités rurales pour voir si le problème se pose de la même façon? Et par rapport à l'évitement du problème, je me demande si il serait peut-être, est-ce que disons, avoir peut-être autant de femmes que d'hommes dans justement la gestion de l'espace ou, disons, dans l'élaboration des politiques d'aménagement serait peut-être enfin, une petite solution pour gérer ce problème ou pas, en fait? Qu'est-ce que tu en penses? Merci. Alors, sur la deuxième partie de la question, alors, avoir autant de femmes que d'hommes dans des projets d'aménagement, ça répond à la nécessité de l'égalité professionnelle. Ça, c'est, voilà, je ne vais pas dire que ça n'a pas une incidence importante, parce qu'en fait, effectivement, on se rend compte que dans les formations, il n'y a pas autant de femmes et d'hommes qui font des filières de génie civil, en urbanisme, en architecture. On se rend compte qu'il y a encore des inégalités de professionnels, notamment en architecture, où les architectes qui ont leur agence, c'est très peu souvent des femmes, alors qu'elles sont le plus nombreuses en école d'architecture. Donc, effectivement, avoir une politique d'égalité professionnelle dans les équipes, ça valorise l'égalité professionnelle. Après, sur la production de la question du genre dans l'aménagement, ça peut, dans la mesure où là, par exemple, on parle de ces sujets-là, on n'est quasiment que des femmes. Donc, en fait, on peut se dire que si on a des femmes, on va avoir plus de chances d'avoir des gens qui sont un peu sensibilisées, voire même connaisseuses de la question du genre dans l'aménagement. Mais en fait, c'est pas ça l'élément déterminant. Ce qui est l'élément déterminant, c'est d'avoir des professionnels qui sont avertis sur les questions de genre, qui ont dans leur besace cette expertise-là, parce qu'en fait, c'est souvent vu comme une chose à mettre en plus. Bon, la question du genre, ok, les aménageurs vont dire non, mais moi, très opérationnellement, s'il faut élargir les trottoirs, il n'y a pas de problème, j'élargis les trottoirs. Mais en fait, c'est pas tant ça le sujet que d'avoir une vision assez réflexive de la manière dont on conçoit la ville, avoir même la vision que la ville a un rôle social. C'est très peu présent chez les aménageurs et les aménageuses que j'ai eu l'occasion d'avoir dans mes enquêtés, mais même dans les formations que je conduis auprès des collectivités. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur de l'aménagement durable du territoire. On ne m'a jamais parlé de la question du genre dans l'aménagement. C'est pas l'objet de modules de cours. Enfin, c'est l'objet d'intervention de 3 heures que je fais auprès de cours quand mes collègues me sollicitent. Mais c'est encore vu comme voilà une thématique. On va parler nature en ville, on va parler question des femmes, alors moi je dis du genre, mais souvent dans le cadre des vulnérabilités. Voilà, donc en fait, tant qu'on n'a pas des enseignements sur la question du genre, de la géographie féministe, de l'expertise féministe dans les écoles où on forme les aménageurs et aménageuses au sens large, on peut avoir des femmes, mais bon, ça ne résoudra pas le sujet aussi bien. Sur la question, est-ce que le genre impacte les politiques d'aménagement? Pas trop, du coup.
En fait, pas trop. On va avoir, moi, des politiques d'aménagement genré qui sont assez spécifiques, du coup, qui sont vraiment... il va y avoir de temps en temps des opportunités politiques, administratives de faire des projets d'aménagement genré ou même des instruments d'action publique sur la question du genre. Mais c'est pas du tout systématique à toutes les politiques d'aménagement. Et moi, ce que j'ai observé dans ma thèse, c'est même quand c'est spécifiquement un sujet qui est abordé, mis en politique sous la forme d'instruments d'action publique, on perd au fur et à mesure la substantifique moelle du sujet par l'évitement de la définition, le contournement du problème à résoudre, l'euphémisation de la cause des femmes et le fait de dire non mais nous on veut des choses très clés en main, moins que on veut déconstruire les pratiques et avoir une vision réflexive de la façon dont on pense la ville, de la portée sociale que ça a, etc. Donc, c'est un peu pessimiste pour l'instant, mais sur mes travaux. Mais c'est en train de changer. Il y a d'autres instruments qui rentrent en jeu. Il y a le budget sensible au genre, par exemple. Donc, on met un peu de côté la question du guide. On va faire des budgets intégrant l'égalité, qui sont d'autres instruments du gender mainstreaming, qui vont être pas tomber dans l'écueil dont on a parlé précédemment avec Corinne sur cette évaporation au final du genre, et qui vont réussir à avoir une approche transversale et plus systématique, ou en tout cas avec une prise de conscience plus globale sur l'impact différencié des politiques sectorielles sur les femmes et les hommes, pour avoir une petite note d'espoir. Merci beaucoup. Il est quasiment temps de nous arrêter et de finir ce webinaire. Je voulais évidemment remercier Camille pour sa présentation et toutes ses réponses. Remercier toutes celles et tous ceux qui ont posé des questions et qui ont permis d'aller encore plus loin dans ce sujet. On se revoit évidemment, j'ai pas la date sous le nez, mais très bientôt pour écouter Habiba et CL le 7 avril, tout à fait. Voilà, et que vous dire d'autre que pour celles et ceux qui sont pas encore abonnés sur la liste de la IGF, eh bien c'est évidemment ouvert pour qu'on puisse continuer toutes et tous ensemble à travailler ces questions-là, voilà. Et puis il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne journée pour celles et ceux qui la commencent, ou voilà, je sais pas où vous en êtes en fonction des endroits du monde où vous êtes, mais voilà. Merci encore, et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. C'était super, Camille. Merci, au revoir.